bonsoir à toutes et à tous. Donc pour cette séance donc sur les 40 ans du coup d'État, mais surtout avant tout les 40 ans du processus révolutionnaire chilien qui commence en 70 et qui se clôt dans le sang, dans un bain de sang en septembre, le 11 septembre 73. Un 11 septembre assez paradigmatique d'ailleurs. La difficulté, lorsqu'on rend hommage au Chili des années 70, c'est qu'on se retrouve souvent face à une sorte de... On est un peu pris en étau entre d'une part l'image, cette espèce de face-à-face du général aux lunettes fumées, qui est un peu une sorte de symbole du fascisme des temps modernes, donc Pinochet, donc vous le voyez là, qui est comme ça, il croise les bras. Et de l'autre côté, évidemment, la figure tragique d'Allende qui préfère se sacrifier, mourir, se suicider en l'occurrence, plutôt que de se rendre aux généraux félons qui l'ont renversé. Et de l'autre côté, on a cette espèce cette mémoire de la répression, cette mémoire des disparus, de la défaite, avec les funérailles de Neruda, avec les rues désertes de Santiago. Et c'est ce que montre d'ailleurs le film de Bruno Muel, Septembre chilien, qui est ressorti dans les salles là, il n'y a pas longtemps, vous avez peut-être vu d'ailleurs, un film produit à l'époque par Chris Marker, et qui montre justement cette mémoire très dure, très grise justement du chilien. Et donc du coup, généralement, quand on parle du Chili, on rend une sorte un hommage au gouvernement ou à l'unité populaire. Et donc ce cartel d'organisation de gauche qui remporte les élections en 1970. Et ce qu'on fait donc, c'est ça, plus qu'une évocation des années 70-73 au Chili, qui sont des années d'espoir, qui sont des années d'espoir de changement, d'un changement radical, un espoir de transformation des rapports sociaux, avant tout, avec mettre fin au paternalisme dans les campagnes, mettre fin à l'autoritarisme des entreprises. Mais c'est pas simplement un espoir, parce que ce qui se passe pendant ces 3 années-là, c'est bien réellement une sorte d'application pratique, en tout cas d'un certain nombre de revendications, de changements qui ont lieu dans les écoles, dans les grandes propriétés, à travers les occupations, dans les quartiers. Et c'est ça justement qui fait un peu la marque de ce processus chilien, qui va du nord au sud, du nord brûlant et minéral, comme dit la chanson, jusqu'aux forêts donc, du sud chilien, le Bosque Austral, donc le texte du peuple uni sera jamais vaincu de Quilapayún, justement, qui donne un peu cette portée au processus, qui est généralisé et qui permet surtout de voir comment, en règle générale, ce que l'on veut objet ou spectateur de l'histoire, en l'occurrence les ouvriers, les paysans, les habitants des quartiers, les jeunes, au cours de ces 3 années-là, ils deviennent sujets de leur propre histoire, ils deviennent sujets de la transformation qu'ils commencent eux-mêmes à mettre en application. Et un des symboles d'ailleurs, c'est l'usine textile Yarur qui est située au sud-ouest de Santiago, sur la Panamericana Sur, et qui est justement à l'époque, il faut que vous imaginez, donc c'est une des plus grosses usines textiles de la chilienne, donc voilà, un patronat très dur, très répressif, qui a été nationalisé, qui fait partie de ces entreprises qui vont être nationalisées dès le début de l'unité populaire. Et il faut vous imaginer donc que les travailleurs, justement, quand ils occupent l'usine, ce qu'ils vont mettre face au frontispice, là, non pas de cette entrée en fait, parce que c'est l'entrée latérale de l'entrée qui est juste devant, mais ça arrive en même, disons. Ils vont mettre une énorme banderole qui dit « Ex-Yarur, territoire libéré de toute exploitation », pour montrer justement que ce qui est en jeu, c'est une guerre de classe contre le capital. Alors évidemment, il y a un clin d'œil à la geste de Fidel Castro et de Guevara dans la Sierra Maestra, mais évidemment, puisque c'est créer des territoires libérés, mais là, ils créent des territoires libérés directement dans les villes, directement dans les entreprises. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, parce que comme je vous dis, j'ai pas trouvé la photo originale, c'est que cette foutue photo originale, en fait, il y en a une reproduction dans un bouquin, c'est-à-dire que tout a été détruit. Cette mémoire, en fait, la mémoire chilienne, à la fois la mémoire militante, la mémoire physique et la mémoire politique, a été détruite consciencieusement par les militaires, justement, après le coup d'État, et par les partis politiques, évidemment, qui l'ont appuyé. Donc le processus chilien, c'est ça avant tout, c'est cette mise en place, disons, d'un mouvement qui prend son avenir en main et qui commence justement à s'affirmer et qui intervient sur le devant de la scène. Et ce que je vais essayer de développer ici, en tout cas, c'est après ces années donc, qui ont été comme annulées donc, par le pinochetisme, c'est un peu prendre le contre-pied d'un certain nombre d'historiens ou d'analystes ou de journalistes en tout cas, qui présentent un peu l'histoire chilienne
comme, et notamment le coup d'État, comme une fatalité, comme si c'était le seul possible. Hein, et évidemment, vu qu'on a cette possibilité de voir l'histoire rétrospectivement, on sait effectivement qu'en septembre, il y a eu un coup d'État qui a mis fin à ce genre d'expérience. Mais ce qu'il faudrait se demander, justement, c'est que s'il y a eu contre-révolution, une contre-révolution aussi violente, avec des dizaines de milliers de morts et de disparus, s'il y a eu cette contre-révolution, c'est bien qu'il y avait une potentialité révolutionnaire, il y avait une possibilité révolutionnaire. Et donc c'est un peu ce que je vais essayer de développer ici. Alors pas tant une histoire avec des si, hein, l'histoire c'est pas de savoir si c'était passé si ou là, mais c'est vraiment d'analyser le processus sous l'angle de l'affrontement de classe, sous l'angle du développement de la conflictualité, et pour essayer justement de voir ce qui a pu se structurer, et donc tous ces espoirs justement qui ont été mis en œuvre, mais également, c'est aussi un autre angle d'attaque que je vais essayer d'adopter, de voir aussi toutes ces forces qui ont néanmoins, dans le camp populaire, dans le camp des travailleurs, qui ont essayé de brider, qui ont essayé de limiter justement l'expérience, les fractions les plus avancées du mouvement ouvrier, de la jeunesse, donc des quartiers et de la paysannerie. C'est-à-dire de voir en fait la tension interne qui existe au cours du processus chilien entre ceux qui veulent avancer sans transiger, ceux qui veulent avancer sans renoncer. On verra à quoi correspond ce slogan un peu après, donc c'est avanza sin transar. Et ceux au contraire, donc l'aile la plus modérée, qui est au gouvernement, le noyau dur autour d'Allende, qui eux justement plutôt ils veulent consolider avant d'avancer. Et donc c'est vraiment une sorte de tension, une sorte d'ambivalence du processus, hein, qui est vraiment très importante, hein, et qu'on oublie souvent en fait, hein, et que rappelle pour finir cette introduction, que rappelle Maurice Najman, hein, un journaliste, un militant des années 70, qui écrivait à l'époque pour Libération. À l'époque où Libération était encore un journal qu'on pouvait lire, et qui écrit justement un bouquin, qui est le premier bouquin sur le Chili, qui a été édité par Maspero en 1974, et qui dit justement, je le cite, qu'il ne suffit pas de dire qu'il y a eu deux conceptions du processus chilien, donc ce que je vous disais, ceux qui veulent avancer le plus possible et ceux qui disent attention, il vaut mieux consolider, chaque chose en son temps, etc. Donc il n'y a pas simplement deux conceptions du processus chilien, il faut aussi les caractériser. Et il dit après, il ne suffit pas de désigner le réformisme, il faut aussi éclaircir son rôle. Et donc c'est en tout cas ce que je vais essayer de faire, ou en tout cas de montrer par quelques exemples. Et donc voilà. Mais avant d'aborder donc les 1000 jours, disons sous l'angle du gouvernement, effectivement il est bon de se rappeler en tout cas qui ont été pour le coup non pas qui ont été les responsables directs, les agents directs du coup d'État donc qui a lieu le 11 septembre 73. Donc par-delà les débats au sein du mouvement populaire, par-delà les débats au sein de la gauche, donc voilà, par-delà les débats au sein des possibilités d'aller plus loin ou non, le 11 septembre 73, il y a une rupture fondamentale dans l'histoire du pays, dans l'histoire du mouvement ouvrier chilien et même au-delà, qui est ce que vous voyez là, qui est vraiment les deux photographies qui tirent le portrait de ce qu'on pourrait appeler, non pas l'histoire universelle de l'infamie, mais l'histoire chilienne en tout cas, avec donc d'un côté le bombardement de la Moneda par la chasse chilienne, en l'occurrence donc les pilotes sont évidemment formés par les États-Unis, et de l'autre, ça c'est une photo du 12 septembre, c'est les premiers, je sais pas si ça se voit les photos, ouais, une photo du 12 septembre dans le Stade National, donc avec les premiers prisonniers qui ont été les premiers détenus politiques qui ont été raflés donc la veille ou le jour même, et qui commencent à s'entasser dans les tribunes de ce qui va devenir justement une sorte de camp de concentration assez ouvert, justement où vont passer des centaines des milliers de militants en tout cas de Santiago. Et je disais donc donc voilà, donc ça c'est pour cette en tout cas ce 11 septembre, mais c'est 11 septembre qui est préparé en amont en fait, qui est préparé même y compris avant même qu'Allende ne remporte les élections le 4 septembre. C'est un 11 septembre qui est préparé par trois acteurs, voilà, sans grande surprise, des individus aussi peu sympathiques que Kissinger, mais qui a quand même eu le prix Nobel de la paix, Nixon et l'impérialisme américain et la CIA, les forces armées chiliennes,
et ce qu'au Chili on appelle les momios y los dinosaurios, c'est-à-dire c'est les momies et les dinosaures, en gros les réacs, quoi. Le patronat, la démocratie chrétienne, le parti national, la droite. Et donc c'est ces trois protagonistes en fait qui sont à l'origine de cette espèce de conspiration permanente qui va tarauder le mouvement chilien, qui va essayer d'y mettre un terme. Donc avec d'abord donc le Washington, avec à sa tête donc Nixon à l'époque à la Maison Blanche et son âme damnée du département de l'État, donc l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, Henry Kissinger, et qui vont tout mettre en œuvre, tous les moyens nécessaires, officiels, officieux, privés, publics, pour d'abord essayer de faire dérailler le processus, empêcher l'élection d'Allende, et après tout simplement hâter le dénouement à travers le coup d'État. Et donc c'est ainsi que le 15 septembre 1970, dans un telex qui après a été déclassifié, donc Nixon dit à son ambassadeur en poste à Santiago, Edward Corey, il lui demande, je le cite là encore, de tout mettre en œuvre pour éviter qu'Allende n'arrive au pouvoir, pour éviter la passation de pouvoir, mais il spécifie quand même qu'il n'est pas prêt à arriver jusqu'à ce qui s'est fait à Saint-Domingue en 1965, c'est-à-dire que lorsqu'il y a eu une intervention militaire directe des Marines. Voilà. Et donc c'est ce qu'on pourrait appeler déjà les faucons antélittérables de la Maison-Blanche et du département d'État, qui sont empêtrés à l'époque dans les contradictions de la guerre du Vietnam, qui sont en train de perdre. Ce qu'ils veulent en fait, c'est ne pas perdre sur un second front, ne pas être déstabilisés dans leur précaré latino-américain, et surtout également défendre des intérêts économiques des multinationales états-uniennes qui ont un rôle très important, en tout cas qui possèdent des fractions des pans entiers de l'économie chilienne, du tissu industriel chilien, notamment dans le secteur des mines, où c'est 75% à peu près des grandes entreprises minières américaines qui contrôlent l'extraction du cuivre. Même chose dans les télécoms, c'est à peu près 50% du capital, dans la grande distribution, dans l'industrie, etc., etc. Et donc Washington, pour ce faire, après avoir en tout cas manqué donc à la tentative d'empêcher l'élection d'Allende, ils vont, juste pour donner 3 exemples, envoyer 5000 touristes, donc voilà, vous savez, les jeunes des Peace Corps américains à partir de novembre 70, donc dans le pays, qui sont autant évidemment d'agents des services secrets, de renseignements, etc., etc. Ils vont injecter des centaines de milliers de dollars de l'époque dans les organisations professionnelles patronales et dans les commandos et organisations d'extrême droite pour fomenter et développer des attentats et pour financer également, on verra par la suite, donc, des grèves patronales donc pour aider le patronat à tenir en fait en fermant les usines pour essayer de mettre le pays à genoux. Et le troisième élément, évidemment, c'est qu'ils vont maintenir des rapports extrêmement fluides avec l'état-major chilien, qu'ils ont eux-mêmes formé à l'École des Amériques à Panama, et qu'ils ont formé à la doctrine de la sécurité nationale, c'est-à-dire que l'ennemi intérieur, avant tout, c'est le marxiste et la classe ouvrière, et donc par conséquent, qu'il faut mettre un terme, d'une façon ou d'une autre, à ce qui se joue au Chili et qui pourrait se développer, parce que c'est ça le problème. L'enjeu, c'est pas tant de savoir si Allende arrive ou non à la présidence, ça embête quand même passablement donc ces deux individus-là, mais la question c'est de savoir s'ils vont être en capacité, on va voir, de brider la poussée populaire qui déjà a lieu au Chili dans les années 60. Donc le deuxième protagoniste, donc, c'est les forces armées. Évidemment, les militaires sont un des agents actifs de l'organisation du coup d'État et son instrument direct. Et avec une première contradiction néanmoins, une première contradiction qu'on voit dans la photo d'ailleurs, puisque tout au long de cette période-là, la gauche chilienne, et notamment Allende et le Parti communiste, sont persuadés que, à la différence des armées argentines, brésiliennes ou boliviennes, en Bolivie il y a eu un coup d'État en 71, au Brésil en 64, ils sont persuadés que l'armée chilienne, en fait, elle est constitutionnaliste. Elle a une espèce d'attachement, comme ça, patriote à la Constitution, au respect des institutions, et que jamais ne fera de coup d'État. Donc voilà, qu'elle obéirait au pouvoir politique et qu'elle restera dans les casernes. Et pourtant, donc, tout porte à croire que c'est pas le cas. Et si on fait on regarde un peu la chronologie donc, de l'époque, notamment les 72. En 72 déjà, il y a des voix qui s'élèvent dans l'état-major demandant le rétablissement de l'ordre. Donc en l'occurrence, ils outrepassent leur fonction, des généraux qui outrepassent leur fonction. Au mois de mars 72, il y a 2 types qui sont découverts, enfin 2 types, un général et un général-major quand même, qui était ouvertement en train de préparer un coup d'État. Donc le second, Marshall, un nom tout prédestiné,
Et cela devient de plus en plus clair, évidemment, au cours de l'année 73, puisque en 73, le 29 juin 73, il y a un premier coup d'État, une première tentative de coup d'État avec le soulèvement du second régiment blindé de la capitale. C'est pour ça qu'on appelle cette première tentative de coup d'État le Tancasso, donc la tentative de coup d'État par le régiment blindé, en fait, et qui entoure donc la Moneda, le palais présidentiel, et qui a une première tentative à laquelle les travailleurs répondent en se mettant massivement en grève, en occupant les usines, en descendant dans la rue et en occupant les quartiers. Et donc le coup d'État est un échec. Et en fait, même y compris préalablement, Allende aurait quand même pu avoir, en tout cas, la puce à l'oreille, puisque au sein de l'état-major chilien, on conspire à tout va, même y compris avant même qu'il n'arrive au gouvernement. Et certains des généraux chiliens qui ont dû apprendre, ont fait leur classe à la lecture du manuel du parfait traître, n'hésitent pas, par exemple, en octobre 70, à mettre sur pied ce qui est l'opération Alpha. L'opération Alpha, c'est tout simplement des officiers chiliens, avec à leur tête un général, Vio, qui vont assassiner le chef d'état-major de l'armée, un de leurs collègues, qui ont dit bonjour le matin, et le soir, ils le liquident. Un type qui n'est évidemment ni de gauche ni quoi que ce soit, mais en l'occurrence, le but, c'est de faire croire à un complot de l'extrême gauche, à une déstabilisation du pays par les marxistes, et d'essayer justement de forcer les officiers à sortir des casernes. Donc vous imaginez un peu l'esprit, disons, ou l'état d'esprit dans lequel évoluent ces gens-là. Et le plus paradoxal, c'est que le gouvernement de gauche, justement, répond à cette situation, ou plutôt il n'y répond pas, en cherchant systématiquement à intégrer les militaires au gouvernement. Et ça de façon justement à rassurer l'opposition, à rassurer les militaires, à rassurer la bourgeoisie, à rassurer les partenaires internationaux que en fait tout est sous contrôle, voilà, puisque en l'occurrence on a des généraux dans le gouvernement. Et ça commence dès le mois de novembre 1972, donc après la grève patronale, avec l'intégration de plusieurs hauts gradés au gouvernement. Et surtout, c'est ce qui se fait après le coup d'État du général Souper, dont je vous parlais le 29 juin 1973, donc le Tancasso, avec là directement l'intégration des trois chefs d'armes, donc marine, aviation, armée de terre, du général des carabiniers, donc qui est l'équivalent de la gendarmerie au Chili, et le renouvellement du poste de chef d'état-major. Et parmi ces 5 dignitaires qui font leur entrée pas quasiment directement au gouvernement, il y a un certain Augusto Pinochet qui évidemment quelques semaines plus tard, après là aussi avoir serré la main d'Allende, n'hésitera pas évidemment à être à la tête du coup d'État qui va le renverser. Donc ça c'est le deuxième protagoniste. Et le troisième protagoniste, c'est donc les fameuses momies, les dinosaures. On parlait tout à l'heure donc de l'implication de l'extrême droite dans les attentats qui sont fomentés et développés au cours de l'année 70-71 notamment, de façon permanente. Et donc un certain nombre de personnages, là aussi, donc de la classe politique chilienne, trempent dans ces attentats, dans ces conspirations, notamment c'est le cas d'un sénateur, Raúl Morales, qui participe, donc qui est un des commanditaires de l'assassinat du général Schneider, et qui fait partie du parti de la démocratie radicale, qui n'a de démocratique que le nom, bien évidemment. Mais pour vous donner un exemple de ce qu'est la classe politique chilienne de droite de l'époque, et notamment la démocratie chrétienne, c'est que, donc la droite dite modérée, c'est que tous ces gens-là, au Sénat, donc les collègues de Morales, qui est donc un criminel, un type qui a été accusé formellement de complicité d'assassinat, en fait, jusqu'en 73, ils vont refuser de lever son immunité parlementaire. Donc ils vont le protéger. Donc, voilà. Et vous imaginez que après cela, donc, le Parti national, donc la droite, et la démocratie chrétienne de façon croissante, va couvrir toutes sortes d'agissements, d'attentats, et d'opérations armées, qui là en l'occurrence, donc c'est un gros plan sur le brassard de militants donc de Patrie et Liberté, donc un commando d'extrême droite, qui est à l'origine donc de plusieurs attentats dans le pays à cette époque-là. Pour ce qui est de la démocratie chrétienne, donc ils ont une force démocratique, modérée, a priori, qui aujourd'hui fait partie de la coalition électorale
va très certainement faire élire Bachelet à la présidence. Donc voilà, donc avec la démocratie chrétienne, le PS et le PC, cette fois-ci aussi, le PC chilien qui intègre la coalition. Donc la démocratie chrétienne, elle va osciller entre deux temps. Dans un premier temps, elle va d'abord tout faire pour entraver, pour bloquer donc l'activité gouvernementale, pour empêcher que les textes de loi soient passés à l'Assemblée. Et en l'occurrence, le gros problème, c'est que, en tout cas d'un point de vue des chiffres, c'est que l'unité populaire est minoritaire dans les deux chambres. Ils ne peuvent pas avancer, en tout cas, si ce n'est en négociant. Et en l'occurrence, la démocratie chrétienne ne voudra pas négocier, et même compris, donc voudra entraver systématiquement donc, les propositions de loi ou les autres donc, manœuvres du gouvernement. Et dans un second temps, et ça c'est à partir de la grève patronale, donc je vous ai déjà parlé, sur laquelle on va revenir, donc d'octobre 72, dans un second temps, la démocratie chrétienne va ouvertement passer du côté des putschistes. Donc ils vont d'abord intégrer avec la SOFOFA, qui est l'équivalent du CNPF, ou le MEDEF de l'époque, la Confédération démocratique, il a aussi la démocratique évidemment que le nom. Et cette structure-là va se développer et se transformer au fil des mois en une espèce de gouvernement fantôme anti-UP, voilà, démocrates chrétiens lorsqu'ils vont pouvoir remplacer Allende, mais surtout va se transformer en une sorte d'officine putschiste qui a pignon sur rue. Et c'est ça le gros problème, c'est-à-dire que c'est fondamentalement donc des gens qui disent ce qu'ils veulent faire, qui disent qu'ils veulent mettre en accusation le gouvernement d'Allende, qui veulent destituer ses ministres, ils le font d'ailleurs, ils mettent en accusation des hauts fonctionnaires du gouvernement, donc des préfets de région, etc., ce qui est possible par la constitution chilienne de l'époque. Et donc fondamentalement, c'est cette espèce à la fois de harcèlement législatif permanent et après directement donc, le passage au camp de la contre-révolution dont va être à l'origine donc, la démocratie chrétienne. Pour essayer là aussi de donner une espèce de cadre, en tout cas de plus ou moins légal aux putschistes en disant que le gouvernement étant mis en accusation, maintenant il faut le faire dégager. Mais encore une fois, aussi paradoxal que ça puisse paraître, parce qu'on pourrait imaginer donc, du coup que la gauche va répondre de façon un peu cohérente et puis dure quand même face à des gens comme ça, l'unité populaire et surtout donc, Allende et le PC vont privilégier une stratégie d'association systématique avec la démocratie chrétienne. Puisque la démocratie chrétienne est censée incarner, selon le programme qui est défendu par l'UP, cette bourgeoisie nationale qui aurait tout intérêt à s'associer au gouvernement, à développer le pays, justement pour mener à bien la première phase de la révolution qui est démocratique et anti-impérialiste dans les pays dominés. Et donc le gouvernement va multiplier jusqu'au bout les mains tendues à l'égard de la démocratie chrétienne. Une démocratie chrétienne qui évidemment se droitise et qui ne veut absolument pas négocier, et plus que donc gagner du temps, l'unité populaire va en perdre. Les autres évidemment qui sont liés à ce double protagonisme donc, dans le coup d'État, c'est le patronat. Un patronat qui va orchestrer consciencieusement et systématiquement, dès qu'il le peut, le sabotage de la production pour mieux organiser la pénurie et le marché noir, qui va évidemment également fermer ses usines, les lockouter, lorsque la couleur ouvrière va commencer à poindre et à s'affirmer ou à déborder dans les ateliers. Et tout ça justement pour créer un climat social justifiant ou appelant à une intervention des militaires. Alors certains secteurs du patronat vont commencer à agir dès le début, avant même qu'Allende donc soit au gouvernement. L'exemple le plus paradigmatique, c'est l'entreprise américaine ITT, qui va financer justement une sorte de campagne de déstabilisation dans la presse par tous les moyens, notamment en finançant Patrie Liberté, donc jusqu'en septembre 70 et jusqu'à l'élection formelle d'Allende à la présidence en novembre. D'autres secteurs du patronat vont attendre octobre 72, lorsque justement ils vont constater que la poussée ouvrière à laquelle ils sont en train d'assister, cette poussée ouvrière, le gouvernement n'est pas à même de la brider, il n'est pas à même de la contrôler, et donc par conséquent ils vont passer du côté donc, de la contre-révolution. Mais là encore, ce qui est assez symptomatique, c'est que le gouvernement, systématiquement, plutôt que d'essayer de faire reculer justement ce patronat, donc en tout cas factieux et réactionnaire et putschiste, systématiquement il va essayer de négocier, de faire des gestes à son égard, de façon à montrer que vraiment, franchement, ce qu'ils veulent, c'est développer le pays, le réformer et absolument pas provoquer une révolution sanglante. Et un seul exemple de ce point de vue-là, c'est donc pendant la fameuse grève des camionneurs en 72, donc la grève patronale de 72, dans un certain nombre
zones de Santiago, notamment, mais pas simplement, les travailleurs vont commencer à s'organiser par en bas pour assurer eux-mêmes les transports qui ne sont plus assurés, puisqu'il y a une grève notamment des camions, du transport public, etc., pour assurer eux-mêmes leur ravitaillement, donc des biens de première nécessité, et puis aussi, y compris pour faire tourner les usines que les patrons veulent fermer par solidarité avec le mouvement donc, de grève patronale. Et à ce moment-là, donc le gouvernement, d'un point de vue légal, ce qu'il fait, c'est qu'il intervient, ce qu'on appelle intervenir, en tout cas en droit juridique chilien, c'est-à-dire qu'en fait, il réquisitionne ou il étatise de façon très temporaire, c'est un truc un peu spécial, mais les entreprises qui sont en conflit. Donc voilà, donc en gros, c'est comme si elles étaient partiellement nationalisées. Et à la fin du mois d'octobre, il y a 232 entreprises, en général des grosses PME ou des très grandes entreprises, 232 entreprises qui sont justement intervenues, qui sont réquisitionnées. Et ça comparé aux 91 qui étaient prévus à l'origine dans le programme électoral de l'UP. L'Unité populaire avait dit on nationalisera 91 entreprises simplement. Un an après une grève patronale, une radicalisation de la situation, ils ont été obligés de étatiser temporairement, parce qu'il y a eu des conflits, des grèves et des occupations, 232 usines. Et bien à ce moment-là, le ministre PC de l'économie, Orlando Millas, et le ministre de l'Intérieur, le général Prats, vont faire passer un décret qui va d'ailleurs être à l'origine d'affrontements, même y compris de la base ouvrière avec les carabiniers, donc en l'occurrence envoyés par le gouvernement. Ils vont faire passer un décret pour rendre aux patrons, donc ces mêmes patrons qui ont tout fait pour essayer de déstabiliser le pays, quand même pour affamer les gens, puisque c'est ça, dans un pays qui fait 4200 km du nord au sud, bloquer la circulation des camions dans un pays où il n'y a pas de circulation ferroviaire, ça veut dire forcer les gens à ne plus manger. Et donc ils vont faire voter un plan, tout simplement, qui va rendre aux patrons leurs 123 usines, et même y compris à terme, ce qu'ils veulent faire, c'est réduire à 49, donc de moitié, par rapport au plan original, le nombre d'usines qui font partie qui sont réquisitionnées, qui font partie de ce qu'on appelle l'ère de propriété sociale. C'est un truc qui est sur le glossaire là, de la feuille que vous devez avoir. Je passe très rapidement, et je ne vais même pas parler de la presse et de l'église chilienne, puisque vous imaginez, de la presse en l'occurrence, El Mercurio, le principal journal encore aujourd'hui au Chili, ne pousse un ouf de soulagement que le 12 septembre 1973, lorsque finalement ils pourront titrer en une que quand même la menace marxiste a été écrasée et que la liberté a été rétablie. Voilà, ça vous donne une idée, disons, de ce qu'ont pu être les médias au Chili à l'époque. Et pour ce qui est de l'église chilienne, son positionnement est assez similaire à celui de l'église argentine, dont vous connaissez les accointances avec la junte militaire, Bergoglio, le pape François en tête, le goupillon n'étant jamais très loin du sabre des galonnés et du portefeuille des patrons. Mais donc fondamentalement, juste quelques éléments pour finir cette première partie, cette histoire de l'infamie, là, cette ribambelle de traîtres et de salauds en fait, qui font tout pendant 3 ans pour renverser le gouvernement et mettre à genoux le pays. Et avant tout, évidemment, à mettre à genoux les travailleurs, les paysans, les jeunes qui sont en train de lutter et développer leurs propres organisations. C'est que fondamentalement, la bourgeoisie, lorsqu'elle sent que ses intérêts sont remis en cause, sont menacés, ou pourraient être menacés, en fait, son attachement aux valeurs démocratiques, son respect des institutions, elle s'assoit dessus, tout simplement, et elle devient une véritable machine criminelle et génocidaire. Et en l'occurrence, c'est ce qu'a fait la bourgeoisie chilienne, si moderne, paraît-il, mais que pourrait faire n'importe quelle autre bourgeoisie, qu'a fait la bourgeoisie française, d'ailleurs, dans son histoire. Et face à cette deuxième élément, face à cette espèce d'état-major qu'on voit là, qui se coordonne, cet état-major de la contre-révolution, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'unité populaire, en l'occurrence donc le gouvernement, Allende et le PC en tête, n'ont pas constitué ne serait-ce que ce qui aurait dû être l'embryon d'un état-major de résistance. Effectivement, quand on est attaqué, on essaye au moins de se défendre. Et là, en tout cas, à aucun moment donné, au cours des 1000 jours donc, de la présidence d'Allende, il y aura cette volonté, en tout cas, de répondre, de riposter, d'être à la hauteur de la situation. En tout cas, pour ce qui est du gouvernement. Donc, les 1000 jours d'Allende, c'est d'abord, donc, il passe au pouvoir entre 70 et 73. Allende, c'est un vieux routier de la politique chilienne. C'est pas la première fois qu'il se présente aux élections. En revanche, c'est la première fois qu'il va les gagner, les présidentielles. Toujours à travers des cartels ou des alliances électorales qui sont organisées autour donc du PS, de différents partis de gauche ou de
bourgeoisie, et avec le soutien plus ou moins critique du PC. En l'occurrence, en 70, donc le PC va intégrer formellement donc l'unité populaire, donc cette alliance, donc notamment donc du PS, du PC et d'autres, les principales organisations du mouvement ouvrier et d'autres secteurs et fractions de la bourgeoisie, notamment le Parti radical, par exemple, qui va intégrer la coalition. Et là, on le voit, Allende, avec un autre monument de la gauche chilienne, qui est le poète communiste Pablo Neruda, qui va mourir quelques jours après lui, d'ailleurs en septembre 73, en l'occurrence assassiné très certainement. Et donc la gauche donc, fait campagne tout au long de l'année 70, lorsque donc justement l'unité populaire se met en place, les accords sont passés. Et elle arrive en fait un tout petit peu en tête, elle fait 36%, un peu plus de 36%, un peu avant donc, le candidat de la droite conservatrice, Jorge Alessandri, qui en fait 35 et quelques. Et avant, évidemment, le candidat de la démocratie chrétienne, qui est un peu l'équipe sortante, on va dire, Radomiro Tomic, qui en fait 28, enfin 29, un gros tiers, on va dire. Un candidat de la démocratie chrétienne qui est lui aussi, d'ailleurs, le seul, disons, qui annonce clairement les choses et qui dit que lui, ce qu'il veut faire, c'est remettre de l'ordre dans la baraque. C'est Alessandri. Et on verra tant le programme, disons, qui est posé par l'unité populaire que le programme de la démocratie chrétienne, en fait, sont assez similaires. Les programmes assez, disons, de réforme, de développement du pays. Et ce que je veux dire d'abord, c'est que la victoire donc, de l'unité populaire, elle n'est pas anodine, c'est pas un hasard, si elle advient, pour la première fois après des décennies où la gauche s'est présentée. Mais néanmoins, elle est loin d'être révolutionnaire, au sens où on a parfois tendance à présenter la victoire de l'unité populaire d'Allende comme l'espèce de cause fondamentale, de ressort à partir duquel justement les luttes ont commencé à se développer. En fait, c'est loin d'être comme ça. D'abord, la victoire et sa portée révolutionnaire, ou assez peu révolutionnaire en fait, c'est le fait que le programme que défend Allende et l'UP est à l'image de la coalition qu'ils incarnent, à laquelle ils participent, donc une sorte de front populaire donc, qui regroupe la majorité des organisations du mouvement ouvrier et des secteurs de la bourgeoisie, derrière un programme, je répète, qui ne diffère pas fondamentalement de celui de la DC et de la démocratie chrétienne. Et si on prend les fameuses 40 premières mesures, en fait, il y a ce qui tient lieu de programme de l'unité populaire, c'est les 40 premières mesures. Les 40 premières mesures, et pour certaines d'ailleurs, ne sont jamais mises en application par manque justement de majorité à la fois au Parlement et au Sénat. Ces 40 mesures prévoient avant tout un développement du pays, une amélioration des conditions de vie de la population et une répartition un peu plus égalitaire, égale en tout cas, des richesses dans un pays qui est fortement, et encore qui est aujourd'hui très fortement inégalitaire. Et donc c'est le programme de ce qu'on va appeler la voie chilienne au socialisme, ou la voie pacifique au socialisme. C'est une déclinaison locale de ce que défend le PC, le Parti communiste, dans le reste de l'Amérique latine, et qui dit, de façon un peu synthétique, que donc avec le soutien populaire, mais à travers surtout des élections, à travers un processus pacifique, non violent, une révolution par les urnes, pour dire certains, il serait possible de porter au pouvoir un gouvernement qui utiliserait tous les rouages de l'État et toutes ses institutions, alors plus ou moins réformés, mais l'État tel qu'il existe, tel qu'il a été créé, d'abord pour sortir le pays de la dépendance, et donc en l'occurrence, comme je vous disais tout à l'heure, la dépendance au Chili, c'est les multinationales américaines notamment qui ont une emprise de monopole sur le cuivre, qui est le salaire du pays, vraiment qui est la principale richesse du pays. Accélérer la réforme agraire, mais ce qui implique aucunement, disons, d'affronter directement les grands propriétaires, mais de fractionner, disons, les propriétés qui sont non productives, etc., etc. Améliorer les conditions de vie de la population à travers un développement économique auquel serait associée la bourgeoisie nationale, parce que la bourgeoisie nationale aurait tout intérêt, en fait, à participer à ce processus-là. Et donc, pour se faire un peu l'écho de ce que disait la dernière fois, il y a un mois déjà maintenant, Daniela, dans son topo sur Réforme et Révolution, en fait, c'est un peu une sorte de déclinaison chilienne de le mouvement et tout. Donc, l'essentiel, c'est ce qu'on va faire là immédiatement, et puis la perspective du socialisme, ça, c'est vraiment pour plus tard, quoi. C'est une deuxième étape. Avec ce facteur aggravant que le Chili,
par rapport à ce que pouvait dire Bernstein, disons, 70 ans avant. Le Chili est un pays dépendant, est un pays semi-colonial, c'est-à-dire qu'il est formellement indépendant d'un point de vue politique, mais il est soumis économiquement au diktat des grandes multinationales impérialistes. Et c'est cette construction programmatique, cette séparation entre d'un côté les tâches démocratiques et les tâches nationales, et de l'autre, pour un second temps, pour une deuxième étape, pour après, il faudra voir une perspective anticapitaliste, une perspective de libération nationale. C'est ce qui explique justement les choix qui sont faits par Allende, par le PC, par l'unité populaire, par rapport au patronat, par rapport aux militaires dont on a parlé tout à l'heure. Parce que c'est effectivement cette idée d'associer en deux étapes et en deux moments différents, avec des fractions de la bourgeoisie libérale, avec des secteurs patriotes de l'armée, justement, un processus qui est d'abord et avant tout démocratique et doit l'être, et après, dans un second temps, après on verra pour la justice sociale. Et sans faire de parallélisme évidemment parfaitement forcé, mais on peut penser à d'autres ou à des situations beaucoup plus actuelles aujourd'hui dans les pays justement qui vivent aussi des processus révolutionnaires, notamment les pays arabes, en Égypte ou en Tunisie, où il y a effectivement ce vieux débat qui se repose aujourd'hui et qui est repris quasiment tel quel par les partis de gauche, et même y compris par certains courants d'extrême gauche. Juste pour reprendre donc ces programmes qui ne diffèrent pas fondamentalement avec celui de la démocratie chrétienne, et si on voit d'ailleurs la démocratie chrétienne, elle aussi, elle est pour la révolution. Alors, Frei Montalva, le prédécesseur d'Allende, il dit qu'il est pour la révolution en liberté. Hein. Donc voilà, donc pas pour une révolution avec des marxistes, mais ils sont aussi pour des réformes, ils sont pour une réforme dans les campagnes parce qu'ils voient bien que la situation est parfaitement intenable, ils sont aussi pour des réformes dans les entreprises parce qu'ils voient bien que les choses ne peuvent pas continuer comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce que promet Tomic, le président, donc le candidat de l'ADC au présidentiel de 70, et c'est d'ailleurs l'ensemble du cadre législatif qui a été voté précédemment par la droite, qu'Allende va utiliser pour faire passer en tout cas ces réformes, parce que étant minoritaire au Sénat et au Parlement, il ne pourra pas faire autrement. Néanmoins, si les programmes sont assez semblables, ce qui ne l'est pas, évidemment, c'est ce qu'ils expriment et d'un point de vue social. Et de ce point de vue-là, je reviens à ce que je disais avant, c'est-à-dire que la victoire de l'unité populaire n'a rien d'anodin. Elle n'a rien d'anodin dans la mesure où elle est vraiment l'expression d'une poussée ouvrière populaire qui commence dès les années 60, notamment qui s'affirme à partir de 1965, et qui va justement changer la donne, changer les coordonnées politiques, et qui va se traduire électoralement donc au Chili. Au Chili, et en fait ailleurs, si vous pensez bien, dans les années, ce qu'on a pu appeler les années 68, à l'est comme à l'ouest ou au sud, partout, c'est la domination du capital, la domination de la bureaucratie qui a été remise en cause par la classe ouvrière, par les travailleurs, par la jeunesse, que ce soit à Paris, à Berkeley, à Prague, à Gdansk ou à Soweto, et partout justement les processus donc, qui vont durer et qui vont ramper pendant plus ou moins ramper au sens qu'ils vont durer pendant très longtemps, parfois pendant des années, vont finir avec en l'occurrence ce que l'on sait, c'est-à-dire l'instauration de la révolution conservatrice, donc la victoire des Thatcher, des Reagan, des Mitterrand, ou de façon beaucoup moins démocratique évidemment les coups d'État en Amérique latine. Et donc si l'on reprend le cas chilien, en fait il y a une même dynamique qui est en œuvre, avec justement plusieurs mouvements qui commencent à s'affirmer. Ça c'était pour le programme d'Allende, on passe. Non, trois exemples pour montrer un peu cette poussée qui existe au Chilien. D'abord dans les quartiers populaires, dans ce qu'on appelle au Chili les poblaciones, dans lesquels on retrouve les nouveaux venus, les nouveaux arrivés, ceux qui ont été chassés des campagnes, ceux qui arrivent dans les villes pour trouver du travail, et qui commencent à s'organiser sur des terrains qu'ils occupent à la périphérie des villes, comme en l'occurrence ici c'est à Nueva La Habana, donc Nouvelle Havane, donc c'est déjà tout un programme pour le nom d'un quartier, vous imaginez en 1970, des mouvements donc, de pobladores, donc des habitants des quartiers dans lesquels la gauche est très très forte, notamment le PC, le MIR également, le mouvement de la gauche révolutionnaire, et qui exprime une mobilisation réelle, très puissante, et qui justement est un des acteurs du changement qui advient à partir de 70.
Et si vous pensez, si vous avez en tête notamment une chanson assez connue de Víctor Jara, pour ceux qui Preguntitas por Puerto Montt, les questions que je pose pour Puerto Montt, c'est justement l'hommage qui est rendu à 10 squatteurs à Puerto Montt, donc dans le sud du Chili, en Patagonie chilienne, qui en mars 69 ont été fusillés par les carabiniers lorsqu'ils ont délogé 80 familles et qui ont été donc assassinés tout simplement. Et Víctor Jara, donc dans cette chanson qui rend hommage à cette lutte qui est une lutte paradigmatique en fait de dizaines d'autres luttes au Chili à l'époque, dit à propos du ministère de l'Intérieur que jamais M. Pérez Sukovic, jamais toute la pluie du sud du Chili, donc une zone très pluvieuse, jamais toute la pluie du sud pourra laver vos mains du sang que vous avez sur elle. Et donc c'est donc le premier acteur, disons, qui va présider à ce changement de climat, c'est les luttes donc des habitants des quartiers dans les poblaciones. Le deuxième acteur, très rapidement, très important également, c'est la paysannerie pauvre, une paysannerie peu organisée, une paysannerie qui est habituée justement aux rapports paternalistes, aux rapports clientélistes, qui sont instaurés localement par le contremaître des estancias ou des fundos, donc des grandes propriétés, par le curé du coin également. Et c'est des paysans qui, dans les années 60, vont commencer à se radicaliser. Et puis là, on voit à la taille des gourdins, effectivement, qu'ils ont qu'ils n'ont pas l'intention de transiger avec ce qu'ils réclament être comme leur, et qui vont donc également commencer à rentrer en mouvement. La démocratie chrétienne, pendant un temps, va penser qu'elle va pouvoir les contrôler de façon clientéliste, et en fait, très rapidement, des syndicats vont se mettre en place et qui vont déborder d'abord les cadres démocrates chrétiens traditionnels, et très rapidement, la gauche et l'extrême gauche va commencer à pouvoir réellement agir et intervenir en leur sein. Donc là aussi, donc un deuxième mouvement qui explique donc le changement un peu du climat politique et social du pays. Et le troisième élément, non ça vient après, excusez-moi. Le troisième élément, c'est dans les usines, dans les entreprises évidemment, où il y a un véritable changement, notamment en termes de syndicalisation, en termes d'implication politique et syndicale donc des travailleurs, notamment dans certains secteurs où jusqu'alors, disons la CUT, la Centrale Unique des Travailleurs, qui a été fondée en 53 ou 55, je ne sais plus, 63, je ne sais plus. Qu'est-ce que je voulais dire ? Non, donc dans les usines, en fait, des secteurs qui jusque-là étaient parfaitement en marge des structures syndicales commencent à s'organiser. Et on assiste à une montée très importante des luttes, des conflits, notamment au cours de l'année 1967-1968, il y a un millier de conflits sociaux dans le pays, une légère inflexion en 69, et ça repart en 70 avec environ 1400 conflits donc urbains, d'entreprises dans le pays. Et donc qui montre un peu ce changement dans l'attitude, dans le positionnement de la classe ouvrière. L'objectif du gouvernement, c'est en aucun cas de développer ces mobilisations, encore moins de leur laisser libre cours, mais c'est de les encadrer pour appuyer donc sa politique. Et surtout, l'accent est mis sur la bataille de la production. L'enjeu pour les partis du gouvernement, notamment par le PC, là ce qu'on voit, donc c'est les résolutions c'est le Principio, c'est la revue théorique, théorique, plusieurs guillemets, mais donc du comité central du PC en 71, et donc qui donne pour axe, donc voilà, la bataille de la production. Donc il faut se retrousser les manches. Donc, en l'occurrence, vous avez dû avoir le script de Maurice Thorez traduit en espagnol. Et évidemment, en bas, attention, ne pas faire le jeu de l'extrême gauche, voire de l'ultra gauche, parce qu'évidemment, faire le jeu de l'ultra gauche, faire grève, c'est faire le jeu des patrons, c'est faire le jeu de l'impérialisme, c'est faire courir un risque central au gouvernement. Et donc, de ce point de vue-là, il faut se tenir à carreau, il faut appuyer Allende et pas moufter. C'est un peu ça, le positionnement. Et c'est d'ailleurs cette stratégie qui va être validée formellement à partir de 72 dans deux réunions assez importantes donc, du comité politique central de l'unité populaire. Donc en février à El Arrayán et après en juin à Locuro, qui va sanctionner définitivement la ligne dont je vous parlais tout à l'heure, qui est celle de consolider avant d'avancer. Donc l'enjeu fondamentalement, c'est de faire avec ce qu'on a, de ne pas provoquer la droite, de ne pas provoquer les patrons, de ne pas provoquer l'armée, voire même y compris les intégrer si possible,
et après on verra pour les réformes sociales. Mais fondamentalement, l'idée c'est ça. Et donc c'est le signe, disons, à cette époque-là, de la défaite en interne au sein du gouvernement, notamment du ministre de l'économie d'époque, Vukovic, qui lui défend la ligne justement qu'il faut avancer sans transiger, il faut avancer dans le processus. Et cette défaite en fait de l'aile gauche du gouvernement ne veut pas dire que à la base c'est ces gens-là qui vont être écoutés. C'est-à-dire que, et c'est là qu'on commence à avoir une première tension qui va finir par devenir presque une scission entre la base de l'unité populaire et son gouvernement, c'est-à-dire que dans les usines, dans les entreprises, dans les quartiers, dans ce qu'on appelle les JAP, c'est-à-dire les juntes d'approvisionnement populaire, qui sont chargés de vérifier si les commerçants vendent réellement ce qu'ils ont en stock et ils ne sont pas en train de stocker justement pour développer la pénurie et puis le vendre au marché noir. Les gens voient bien que fondamentalement l'enjeu c'est qu'il faut avancer, qu'il faut s'organiser si réellement on veut ne serait-ce que améliorer leurs conditions de vie, les conditions de vie, les conditions de travail, etc., etc. Et donc c'est un peu cette tension qui se joue. Et c'est une tension qui s'exprime donc sur le territoire productif, dans les usines, avec, comme je vous disais, donc une participation extrêmement importante donc, des travailleurs aux grèves, des grèves qui ne sont pas prévues et qui ne sont pas souhaitées par le gouvernement, et avec un côté un peu presque carnavalesque au début, parce qu'au début c'est presque drôle. Donc voilà, où l'enjeu en fait pour les équipes syndicales militantes, c'est de mettre l'ensemble de l'usine en grève pour démontrer qu'il y a un problème. Et voilà. Et une fois qu'on a démontré qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a un conflit avec un contremaître, avec le patron, etc., il y a des fonctionnaires, notamment de l'aile gauche du gouvernement, qui ont déniché un vieux décret de 1932 qui permet justement la fameuse intervention, qui permet la fameuse étatisation temporaire. En fait, c'est comme si c'était une sorte de redressement judiciaire de l'État qui intervient et qui dit bon, on arrête tout, on prend en charge. Donc, voilà. Et donc c'est ce qu'on va commencer à voir un peu par effet d'entraînement, par effet de mimétisme, avec tout un certain nombre d'usines qui vont commencer à rentrer en grève, les types vont commencer à occuper, les femmes aussi. Si vous voyez le très beau film de Patricio Guzman, on voit notamment des ouvrières textiles qui justement participent en première ligne au processus. Et donc l'idée justement c'est de réclamer, de demander l'intervention, donc la réquisition des entreprises. Et en l'occurrence toujours avec ce gouvernement qui n'est aucunement à la fois tenté et qui ne souhaite pas que se développe tout ça. Et c'est un peu face à ça, donc c'est deux... Disons, si le mouvement populaire a porté l'UP au gouvernement, a permis sa victoire électorale, progressivement, notamment à partir de l'année 72, il commence à se donner une sorte de rupture embryonnaire, de scission entre la base et le sommet. Et donc la question c'est un peu de savoir si, d'étudier un peu de plus près justement ces différentes formes de coordination, et qu'on a appelé au Chili sous un vocable assez générique, d'ailleurs qui veut dire, non pas tout et son contraire, mais qui est justement objet de multiples débats, le pouvoir populaire. Pour l'opposer justement au pouvoir du gouvernement, qui en l'occurrence ça fait quand même pas grand chose, les militants commencent à mettre sur pied des organisations avec les moyens du bord, donc dans les quartiers, les commandos communaux, dans les zones paysannes, dans les usines, les corps industriels, et c'est un peu ce qu'on appelle donc le pouvoir populaire chilien ou les pouvoirs populaires chiliens. Alors d'abord, pourquoi est-ce qu'il y a une persistance des conflits, et est-ce que c'est le mérite de la gauche au gouvernement? D'abord parce que dans un premier temps, les travailleurs veulent traduire sur le terrain social, sur le terrain de la production, la victoire qu'ils ont obtenue dans les urnes. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent plus, s'ils ont mis le camarade Allende au gouvernement, ils n'acceptent plus d'être traités de la même façon, ni par les contremaîtres, dans les fundos, dans les grandes propriétés rurales, ni dans les entreprises, par les agents de maîtrise, par les patrons, par les directeurs de boîtes, etc., etc. Donc la première chose, c'est qu'ils veulent faire avancer leurs revendications sur le terrain social. Le deuxième élément, c'est le deuxième élément, c'est le fait que l'étau répressif se dessert, et ça c'est objectif. Et si on compare la situation par rapport à ce que je vous racontais tout à l'heure, donc mars 69, où occupation illégale d'un terrain urbain, les carabiniers interviennent et tuent 10 personnes, en l'occurrence, effectivement, au début, dans un premier temps,
lorsque les travailleurs vont commencer à occuper les usines, lorsque les habitants vont commencer à occuper donc les predios urbanos, l'État ne va pas intervenir aussi brutalement qu'il ne faisait préalablement. Mais là aussi, j'insiste dans un premier temps, dans la mesure où très rapidement, lorsque le processus va commencer à déborder, et ça c'est quelque chose que on va dire la gauche modérée chilienne ou les allendistes ou la légende dorée d'Allende tend à oublier, dès que les choses vont commencer un peu à se compliquer, le pouvoir va reprendre les bonnes vieilles méthodes d'avant. Je vous donne 2 exemples si j'ai le temps. Concepción, ville donc la seconde ville du pays. En mai 72, il y a l'organisation ce qu'on appelle une manifestation des casseroles vides. La manifestation des casseroles vides, c'est la bonne bourgeoisie du coin qui demande, en l'occurrence donc à l'ensemble du personnel domestique féminin, de sortir avec des casseroles et taper dessus en disant on n'en peut plus, il n'y a plus rien à manger, etc. Alors que bien évidemment c'est des gens qui viennent des beaux quartiers, qui ont accès au marché noir et qui plus est en général organisent eux-mêmes et sont liés au patron qui organise donc la pénurie, etc., etc. Et donc face à ces marches des casseroles vides, la gauche de Concepción décide d'organiser spontanément, sans consulter qui que ce soit, en tout cas sans consulter National, d'organiser une contre-manifestation. Donc, devant cette espèce de mobilisation réactionnaire, ils disent qu'il faut faire une contre-manifestation. Donc c'est l'ensemble des partis de l'UP, de l'unité populaire, et très rapidement en fait, les gars du PC se rendent compte qu'ils ont fait une bêtise et ils se retirent de l'organisation de cette manifestation. La CUT, donc la Centrale Unique des Travailleurs locale, régionale, et le MIR aussi, le mouvement de la gauche révolutionnaire, intervient. C'est d'ailleurs lui qui est un peu l'âme de cette mobilisation. Le succès de l'Assemblée Générale qui se fait à l'Université de Concepción, l'AG est un succès, c'est le 12 mai, et dans la foulée, tout le monde sort en manifestation, il y a à peu près 10 000 personnes de nuit dans les rues de Concepción. C'est à ce moment-là que le préfet de région, Intendente, qui est militant du PC, demande aux carabiniers d'intervenir pour justement rétablir l'ordre et qu'un étudiant est tué au cours des affrontements, des échauffourées qui s'ensuivent. Donc voilà. Donc là aussi, tant que ça reste en tout cas contrôlable, c'est une chose, mais que si ça déborde, on intervient. Deuxième chose, très rapidement, sans même rentrer dans les détails, je vous parlais tout à l'heure là, de Yarour, mais dans le sud-ouest de Santiago, dans la commune de Maipú, donc le long de l'avenue Aguicerda, donc il y a une succession de boîtes, donc il y a usine après usine, entreprise après entreprise, etc., etc. Donc c'est là que va se constituer un des cordons industriels les plus importants des plus importants du pays. Et c'est là où les travailleurs sont évidemment les plus mobilisés. Et lorsque là aussi on leur dit qu'il va falloir qu'ils rendent les usines qu'ils ont occupées et qu'ils estiment être un bien collectif et social, lorsque le ministre du PC, Millas et Prat leur dit les gars, il va falloir retourner travailler comme avant, alors non seulement ils ne sont pas contents, mais en plus ils commencent à affronter évidemment les carabiniers qui arrivent pour faire appliquer la loi, les ordres évidemment. Et ce qui est assez intéressant, c'est une déclaration d'un ouvrier démocrate chrétien qui est publié dans les Sigles à l'époque, en juillet 72, et qui fait un peu une sorte d'effet d'une bombe, et pourtant c'est un entrefilé dans un journal, c'est un délégué syndical de base, un démocrate chrétien, et qui dit, donc en l'occurrence, dont le parti est dans l'opposition, favorable au coup d'État, etc., et cet ouvrier démocrate chrétien, il dit, je le cite, qu'il est hors de question que les anciens exploiteurs reviennent dans l'usine. Et donc en fait ça montre un peu comment au fil du processus, même y compris la base ouvrière qui n'est pas génétiquement pure, qui n'a pas lu tout Marx, Lénine, etc., donc c'est des gens qui, même y compris, ont voté Parti national, ont voté à droite parfois, ou démocrates chrétiens. Ces gens-là, en fait, par leur expérience au quotidien, se rendent compte où se trouvent leurs intérêts et commencent à intervenir activement dans la politique, et de bien même y compris, disons, plus à gauche, objectivement, que, évidemment, le gouvernement, mais même y compris les directions syndicales qui essayent à un moment donné quand même de un peu calmer les choses. C'est pour ça qu'ils vont s'organiser différemment, on va voir ça après. Du côté des... Alors, pour être tout à fait complet, il faudrait, on n'a pas le... Guillaume me dit que j'ai pas le temps, j'essaie d'aller plus vite. Non, il faudrait on pourrait aborder donc ce qui se passe dans les campagnes, ce qui se passe dans les quartiers, donc avec les commandos communaux, avec les comités de paysans.
Mais très rapidement, en fait, pour me concentrer, je vais me concentrer sur les boîtes, hein, en disant c'est un peu le fer de lance du processus, et c'est aussi également ce contre quoi va se prononcer Pinochet, en fait, pour justifier le coup d'État. Il va dire qu'en fait son coup d'État il l'a fait contre les cordons de la mort, donc contre ces fameuses organisations là, auto-organisées par en bas, dont on va voir l'existence, et qui représentent une réelle menace pour le capital. C'est ça son objectif fondamentalement. C'est pas le gouvernement de gauche, c'est le fait qu'il y a des gens qui s'organisent et qui commencent à menacer très sérieusement l'emprise et la domination du capital. À partir d'octobre 72, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que il va y avoir une sorte de valse à 3 temps, enfin plutôt une valse à 2 temps avec un grand absent qui va être le gouvernement. Donc comme je vous disais, la bourgeoisie va commencer à mettre son veto. La bourgeoisie va commencer à dire non. Jusqu'alors, ils avaient plus ou moins vaguement choisi de suivre ou de respecter les règles du jeu législatif et constitutionnel, avec toutes les limitations que je vous disais, hein. Mais à partir d'octobre 72, c'est plus du tout le cas. La CIA envoie une quantité énorme d'argent, notamment à une des confédérations patronales des chauffeurs de camions. Les types bloquent les routes, hein, ils crèvent leurs pneus, ils cassent les moteurs. De toute façon, ils sont payés, donc ils n'ont rien à faire. Et ils organisent donc une grève patronale autour de laquelle va s'organiser donc les autres secteurs du patronat, notamment du grand patronat qui jusqu'à présent était plus ou moins circonspect et en tout cas ne participait pas ouvertement à ce genre de choses. Voilà. Et donc face à ce veto de la bourgeoisie, en fait la classe ouvrière va elle-même opposer son propre veto. En fait. C'est-à-dire que face à la pression d'en haut, il va commencer à avoir une pression d'en bas. Et donc comme je vous disais, pendant ce qu'on a appelé l'Octobre rouge, donc l'octobre 72 au Chili, donc certains comités de ravitaillement, donc les JAP, hein, vont commencer sans pour autant sans en avoir le droit, et parfois même en réussissant à convaincre des carabiniers du rang, donc des flics en fait, de participer avec eux, ils vont réussir justement à faire rouvrir des commerces qui avaient fermé par solidarité avec le mouvement de grève. Donc pour pallier au manque de produits de première nécessité et d'aliments, dans les zones maraîchères autour de Santiago, notamment en sud-ouest, les comités d'usine vont se mettre en contact avec des comités de paysans qui se sont constitués après les occupations de terre, etc., de façon justement à organiser eux-mêmes le ravitaillement et de façon à eux-mêmes, en disant vraiment l'achat et la vente directe du producteur au consommateur sans passer par les intermédiaires. Et de façon là aussi parfaitement illégale, puisque le gouvernement ne veut absolument pas, disons, que ce genre de pratique se généralise. Face à l'absence de transport, donc vu que à la fois c'est les camions et les bus qui sont à l'arrêt, les entreprises donc de l'APS, donc de l'aire de propriété sociale, et donc les entreprises occupées mettent à disposition leurs propres moyens de transport justement pour transporter les travailleurs, et même y compris en l'occurrence les écoliers, comme on voit là. Face à la multiplication des attentats de patrie et liberté, il commence à y avoir donc des débuts d'organisation de milices d'autodéfense, justement d'abord pour organiser des tours de garde, pour organiser des rondes dans les usines, pour empêcher justement les commandos d'agir, et enfin pour résister, ou en tout cas pour répondre aux entrepreneurs qui ont décidé de fermer leurs usines par solidarité avec le mouvement de grève, hein, ou qui sabotent directement la production donc pour organiser donc la pénurie dont je vous parlais, et bien de façon croissante, et pas là simplement de façon plus ou moins localisée autour de certaines zones dont je vous parlais, là par exemple Maipú, le nord de Santiago, certains coins à Concepción, de façon généralisée dans ce qu'on a appelé donc les cordons des villes, c'est-à-dire en fait les banlieues industrielles qui ceinturent les villes. Et bien là les travailleurs vont commencer à occuper massivement les usines et commencer à s'organiser de façon interprofessionnelle au niveau territorial, tout simplement parce qu'il faut qu'ils agissent, il faut qu'ils répondent à un vide à la fois politique et social pour d'abord assurer la continuité de la production et de leur vie en tant que telle, puisqu'ils savent bien que si la boîte ferme, ils sont sur le carreau, et ils remplacent fondamentalement réellement, et ils créent donc ces éléments de pouvoir populaire, de pouvoir constituant, qui vont s'opposer progressivement au pouvoir légal d'abord du patron,
au pouvoir institué et légal, et puis même y compris tendanciellement, objectivement, en tout cas au pouvoir du gouvernement. Et donc tous ces éléments donc, dont je vous parle, et qui se retrouvent donc, dans la presse, dans des reportages de Chileoy, de Punto Final, et qu'on peut retrouver notamment dans les 3 volets du film de Guzman, donc la bataille du Chili, c'est vraiment réellement ce qui crée cette espèce de climat donc de pouvoir populaire, de pouvoir par en bas, de pouvoir, disons, qui commence à se déployer, et face justement à la mobilisation des factieux. Et en dernière instance, le gouvernement justement va se retrouver un peu comme suspendu. D'ailleurs, l'ambassadeur du Mexique en poste à Santiago, qui est donc, pourtant en l'occurrence un ami proche d'Allende, décrit justement la situation en octobre comme s'il y avait un grand absent. Je crois littéralement c'est ce qu'il dit, il y avait un grand absent, c'est Allende, il n'est plus là en fait, il n'y a plus de gouvernement. Donc, voilà. Évidemment il en existe un, mais il y a cette espèce on voit se profiler deux tendances, et on se voit profiler effectivement l'affrontement entre la révolution et la contre-révolution. Pour finir rapidement sur les cordons dont je vous parlais, est-ce que c'est des soviets à la chilienne? Donc, c'est des cordons qui ne sont pas spécifiques à Santiago, qu'on retrouve notamment, qu'on ne retrouve pas dans tout le pays, ces organisations donc, de base dans les usines interprofessionnelles et territoriales. On les retrouve en partie à Arica, dans le nord, le port nord, à la frontière péruvienne, dans le désert de Tacamal, c'est la porte de sortie du cuivre chilien. On les retrouve à Concepción, on les retrouve évidemment tout autour de Santiago, on les retrouve à Osorno, à Punta Arenas et à Valparaíso un peu. Ils comblent, comme je vous ai dit, donc à la fois un vide politique et un vide social. Ils commencent à s'auto-organiser, d'abord parce que la CUT, la Centrale Unique des Travailleurs, en fait, elle a intégré le gouvernement, et donc par conséquent, elle est là pour faire appliquer la politique d'Allende. Et la politique d'Allende, c'est pas de mobiliser les travailleurs pour résister, disons, face aux factieux. Et également, ils vont commencer beaucoup plus largement à organiser que la CUT, parce qu'ils organisent en fait sans distinction de métier, de profession, d'industrie, et donc ça va réellement commencer à devenir une organisation sociale. Alors il y a un débat historique et historiographique historiographique plutôt et politique surtout sur les cordons. Alors, est-ce que c'était des soviets Alors évidemment, c'est sûr que c'était pas les copies conformes de ce qu'on a pu voir en 1917. Mais la question, c'est de savoir si c'était des formes soviétistes ou pré-soviétistes d'organisation, c'est-à-dire dans lesquelles la classe ouvrière commence à s'organiser, commence à devenir réellement donc, à la fois porte-parole, porte-drapeau de l'ensemble des secteurs subalternes et populaires d'un même coin, et commence à défendre jusqu'au bout son propre programme et le faire appliquer, y compris face à un gouvernement qui se dit de gauche. Voilà. C'est ce qu'on a vu la dernière fois avec Guillaume, en l'occurrence Kierensky, il ne disait pas qu'il était de droite, en l'occurrence c'était un socialiste, il disait marxiste et il avait lu Marx. Donc, là aussi, est-ce que c'est des formes justement qui progressivement, des formes d'organisation qui se profilent et qui tendent justement vers l'organisation d'un pouvoir constituant alternatif face à celui en l'occurrence du gouvernement institué. Alors il y a là aussi tout un débat d'historiens qui disent qu'en fait non, parce qu'au niveau de la représentativité il n'y avait pas vraiment des AG, mais après il n'y avait pas une représentation directe des producteurs, mais on retrouvait surtout des militants syndicaux. Alors bien entendu, il est sûr qu'en termes de développement, c'est évidemment pas comparable à ce qu'on a pu voir en Pologne en 80-81 ou évidemment en Russie en 1917. En termes d'expression justement de la base. D'abord parce que c'est géographiquement assez concentré, même si c'est dans les zones de grande concentration ouvrière et industrielle. Et ensuite parce que en fait, ces cordons-là, et c'est à la fois ce qui est tragique et intéressant, ils vont surgir très tardivement. Ils surgissent très tardivement, et c'est intéressant parce que en fait, ils surgissent sans qu'ils fassent partie de l'horizon stratégique des partis chiliens de l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'a pensé, si ce n'est quelques groupes d'extrême gauche très minoritaires, mais personne n'a pensé que l'objectif fondamental, c'était pas d'appuyer le gouvernement et qu'après le gouvernement, si on faisait pression sur lui, il allait vraiment devenir à gauche, et après si on faisait vraiment, et c'était vraiment à gauche, il allait commencer à prendre des mesures, etc., mais que l'objectif, c'était l'auto-organisation des travailleurs par en bas, de poursuivre les luttes, justement, quelle que soit la couleur du gouvernement, et quelles que soient les mesures qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas.
Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait la classe ouvrière confrontée à des problèmes, confrontée à une situation d'une extrême difficulté, ou comme je vous dis, une désorganisation généralisée de la production dans le pays, des transports, etc., commence à mettre sur pied ses propres organes de façon absolument presque naturelle. Et donc de ce point de vue-là, c'est assez impressionnant. C'est tragique, évidemment, parce que tout le temps qui a été perdu, c'est du temps qui a été perdu en termes d'organisation, en termes de préparation, en termes d'accumulation de force militante, de force politique. Et c'est ce qui fait que justement, en ne naissant que 11 mois à peine avant le coup d'État de 1970, évidemment, ça représente un grave handicap pour les secteurs les plus radicalisés du mouvement ouvrier, du mouvement populaire. L'autre question aussi, c'est la réalité des cordons industriels. Et là aussi, en l'occurrence, il y a 2 bouquins qui sont sortis dernièrement de Franck Bodichot, qui sont très intéressants. De petits bouquins de Sileps les sont un peu plus. Et dans lequel, en fait, Franck Bodichot, qui est un historien d'extrême gauche, mais il essaye un peu comme s'il essayait de rétablir une vérité historique en faisant une sorte un peu de décompte presque comptable de combien est-ce qu'ils étaient réellement, combien de grèves exactement il y a eu, combien d'occupations. Donc en fait, un peu ce que je vous disais, cette espèce d'histoire qui est un peu rétrospective, sous-tendue après par des témoignages actuels qui voient le passé et qui parfois le voient de façon très certainement beaucoup moins enthousiasmée qu'à l'époque. Et donc on a tendance un peu à avoir une sorte de pouvoir populaire presque, mais surtout des corps industriels en demi-teinte par rapport à ce qu'ils ont pu en tout cas représenter. Et je dis ce qu'ils ont pu représenter dans la mesure où si on se base sur, comme je vous disais, à la fois les raisons qui sont alléguées par les protagonistes du coup d'État en 1973, ils sont très clairs là-dessus. Pinochet dit que son objectif c'était les cordons de la mort, donc c'était en l'occurrence c'était réagir avant que tout ce processus-là ne se développe. Si vous prenez le journal comme La Tribuna, qui est le journal du Parti National, donc de droite, juste après le coup d'État du général Souper, donc le 29 juin, mais ça c'est, il titre en une au mois de juillet, c'est que celui qui a les mains libres ligote Allende avec ses cordons. Avec une espèce de mauvais jeu de mots, cordons, les cordes, etc. etc. Et c'est-à-dire en montrant combien, justement, on voit que les cordons industriels sont un problème et que sont en train, même compris, de poser, de remettre en question la politique du gouvernement face à laquelle le gouvernement faisant face à des cordons et étant quasi, en tout cas, désarmé ou incapable d'asseoir son autorité. Et enfin, donc, El Mercurio, dans son édition du 24 juillet, donc je vous lis, qui dit que les marxistes sont capables d'exercer leur contrôle sur les moyens de production, sur les quartiers résidentiels, les écoles, et en général sur toutes les activités de Santiago, en pointant du doigt justement le danger d'encerclement donc des cordons. Et effectivement, donc ça, c'est un schéma qui représente un peu la présence donc des cordons en août 73. Et si vous voyez les principaux étant au sud-ouest et au nord-ouest, donc Panaméricaine Nord, Conchalí, après ce que vous avez là au sud, c'est Cerrillos Maipú, là autour de Aguirre Cerda. Et donc vous voyez, c'est vraiment des sections, des portions entières en fait autour des grands axes où sont concentrées les entreprises qui sont mobilisées et effectivement qui entourent le centre de Santiago, qui est acculé contre le Cerro San Cristóbal, contre la montagne en fait. Donc voilà, la bourgeoisie étant quasiment effectivement ou menacée de partir ou en tout cas sinon de grimper dans les collines. Et là, on voit bien, en tout cas, quel que soit le niveau d'exagération de Pinochet, de la presse, etc., on sait bien que la droite a toujours tendance à exagérer le danger, mais on voit bien que ces gens-là sont extrêmement conscients, d'ailleurs ils l'ont démontré, extrêmement conscients de leurs intérêts de classe, extrêmement conscients de ce qu'ils étaient, de leur, disons, de la façon dont eux-mêmes entendaient l'histoire, et donc par conséquent, ils voient effectivement les cordons comme une véritable menace. Très rapidement sur la fin, sur le dénouement, le dernier acte, l'hiver austral 73 est extrêmement chaotique, extrêmement difficile à tous les niveaux. D'un point de vue économique, donc l'inflation est extrêmement élevée, la pénurie atteint des sommets, les files d'attente devant les magasins sont le quotidien de la population.
D'un point de vue politique, la DC se déchaîne au Parlement et finit par, avoir la mise en accusation du gouvernement, une espèce d'impeachment version chilienne. Donc là aussi, ce qui donne un cadre en fait à l'intervention postérieure qu'il va y avoir. Dans l'armée, donc la droite continue ses attentats. Il y a même y compris l'attaché militaire à la marine du gouvernement qui est assassiné. Au niveau de l'armée des officiers, ce qui est assez hallucinant, c'est que Prats, donc le général, on peut dire tout ce qu'on veut de lui, en l'occurrence c'était un homme de droite, mais qui était le seul sans doute constitutionnaliste au sein de l'état-major chilien, qui avait été d'une fidélité absolue à Allende, même y compris au coup d'État mais pas seulement y compris pendant le coup d'État de Super. En fait, tout simplement, l'état-major dit que Prats, ils en veulent plus, quoi. Type qui est quand même chef d'état-major, qui est leur supérieur. Donc Prats dépose sa démission et Allende accepte la démission d'un de ses plus proches collaborateurs. Enfin, non. Il se rend, encore une fois, à la pression des militaires qui, quelques semaines plus tard, vont faire un coup d'État. Là, on est au mois d'août 73. La justice militaire commence à vouloir mettre en procès, mettre en accusation des dirigeants de gauche, notamment du MIR et du PS. Dans l'armée toujours, et là c'est aussi assez peu rappelé en règle générale, dans l'armée, à la base, d'abord les conscrits, et puis même y compris des carabiniers, donc des gendarmes, certains sont absolument pas convaincus du bien fondé du projet de coup d'État, certains sont même plutôt à gauche ou plutôt progressistes, et même y compris sont radicalisés au cours du processus. C'est-à-dire qu'il y a réellement des éléments de brisure au sein des forces armées. Certains sont organisés de façon clandestine, d'autres non. Et en tout cas, lorsqu'ils ont vent des menaces et des rumeurs de complot, et certains même compris ont accès à des documents, eh ben, ils vont les porter aux instances locales de l'unité populaire en disant voilà, il y a un tel officier, tel général, tel sous-officier, etc., qui sont impliqués, qui veulent faire tel ou tel complot. Enfin, donc là, on est au mois de juillet, août 1973. Et ce qui est assez inquiétant, c'est que le 7 août, la justice, enfin les services, en l'occurrence militaires de la marine, les services judiciaires militaires de la marine, arrêtent massivement des centaines de marins, de conscrits, de sous-officiers sur les bases de Talcahuano et de Valparaíso. Ils passent donc ils les arrêtent pour insubordination, désobéissance et mutinerie. Ils passent en cour martiale et le gouvernement ne bouge pas son petit doigt pour défendre des types qui, en l'occurrence, avaient dénoncé quand même des menaces de coup d'État. Dernière chose, également, l'armée réalise au cours de ces mois, disons entre juillet et août 1973, réalise un relevé cartographique extrêmement précis des ennemis à abattre. Et notamment, ils le font à travers la loi de contrôle des armes, la ley de control de armas, qui a été votée au premier semestre 1973, officiellement pour lutter contre l'extrême droite. Voilà, pour se donner les moyens législatifs de lutter contre l'extrême droite, on va voter une loi un peu répressive contre l'extrême droite. Il se trouve que cette loi, évidemment, lorsqu'elle est mise en application, à partir du mois d'août, elle sert non pas à désarmer les commandos de Patrie Liberté, mais elle sert l'armée à avoir des mandats de perquisition pour rentrer dans les sièges des partis de gauche, dans les unions locales, dans les usines, soi-disant au nom donc pour rechercher des armes qui n'existent pas en plus, ou si elles existent très peu. Et en fait, ils relèvent exactement donc, qui, où et comment il faut prendre, à quel, voilà, donc les usines, où se trouvent les militants, etc. etc. Et l'armée s'offre même, y compris le luxe, le 17 août, d'une espèce de répétition générale grandeur nature avec une intervention héliportée à Temuco, donc dans les zones sud du Chili, où les paysans mapuches sont organisés par le MIR et le PS, en organisant donc une véritable opération de ratissage en fait, qui préannonce, qui organise ce qui va se passer par la suite. L'aile gauche du mouvement ouvrier ne l'entend pas. Et l'UP, toujours pendant ce temps-là, l'UP se rassure, le gouvernement se rassure en disant que non, le peuple uni ne sera jamais vaincu, que les militaires sont constitutionnalistes, que jamais il y aura un seul coup d'État, et que l'urgence surtout, c'est d'éviter les provocations, encore et toujours. L'aile gauche du gouvernement, du mouvement ouvrier ne l'entend pas de cette façon. Et c'est notamment ce que pointe avec beaucoup de lucidité, et en même temps... si on la lit aujourd'hui avec un sens une tonalité extrêmement tragique, puisque la lettre, le courrier est envoyé à Allende le 5 septembre 1973. Le jour avant, il y a eu
pour fêter les 3 ans de victoire électorale, il y a eu une manifestation de 800 000 personnes à Santiago sur la Alameda, donc c'est la plus grande manifestation de l'histoire du Chili, en soutien au gouvernement, contre le coup d'État, et les gens réclament des armes. Le 5 septembre, la coordination des cordons de Santiago, qui est la coordination des différents cordons de quartier dont je vous parlais tout à l'heure, qui est dirigée par des militants de la gauche du PS, notamment un gars qui s'appelle Hernán Ortega, envoie une lettre à Allende et qui lui dit donc nous avertissons camarades, avec tout le respect et la confiance que nous vous portons encore, que si vous ne réalisez pas de problème de l'unité populaire, si vous ne vous faites pas confiance dans les masses, vous perdrez le seul appui réel dont vous disposez en tant que personne et en tant que gouvernant. Et vous serez responsable de mener le pays non pas à une guerre civile qui est déjà en plein développement, mais au massacre froid planifié de la classe ouvrière la plus consciente d'Amérique latine. Et ce gouvernement portera la responsabilité historique, ce gouvernement qui a été porté et maintenu au pouvoir au prix de sacrifices des travailleurs, des pobladores, des paysans, des étudiants intellectuels. Il portera la responsabilité de la destruction et la décapitation pour combien de temps et combien de sang versé, non seulement du processus révolutionnaire chilien, mais également de celui de tous les peuples latino-américains qui luttent pour le socialisme. Nous vous adressons cet appel urgent, camarade président, car nous croyons que c'est la dernière occasion d'éviter la perte de milliers de vies des meilleurs éléments de la classe ouvrière chilienne et latino-américaine. Donc à l'image de cette lettre qui est vraiment un moment qui annonce une possible scission, ce qu'elle montre c'est à la fois donc, la banqueroute complète de la voie pacifique au socialisme qui a désarmé pour le coup les meilleurs éléments et les meilleurs enfants de l'unité populaire. Lorsque vous savez donc pour ce qui est du 11 septembre, une journée noire, vous savez qu'il y a tout au long de la journée, au fur et à mesure où les radios continuent à émettre, et elles s'arrêtent les unes après les autres, la dernière c'est Radio Magallanes, où il y a la dernière allocution d'Allende, pendant toute la journée les dirigeants de l'UP demandent aux gens d'abord de ne surtout pas réagir, de rester calmes et de rester chez eux, donc là où ils seront après raflés par les militaires. Et ça évidemment alors que les avions commencent à survoler la monnaie, alors que les garnisons se soulèvent dans toutes les villes, alors qu'au téléphone plus aucun officier qui supposément était constitutionnaliste ne réponde à Allende, et que les premières opérations de ratissage commencent à intervenir. Vous avez très certainement peut-être en tête en tout cas les scènes du film de Andrés Wood, Machuca, notamment les scènes de la fin avec les militaires qui rentrent dans une population et qui commencent à arrêter tout le monde, etc. Ce qui est intéressant et en même temps, je pense, un hommage qui est rendu, c'est que les derniers bastions en fait, qui sont tombés et qui ont résisté le plus longtemps, alors qui ont résisté avec courage et héroïsme, mais de façon absolument terrible, parce qu'ils n'étaient pas armés d'abord, ça a été précisément non pas ceux qui avaient jusqu'au bout essayé de négocier, d'être gentils, etc. Mais en fait, c'est les cordons industriels. L'armée a hésité parfois jusqu'à 24 heures pour rentrer dans les quartiers. Et quand ils y sont rentrés avec les tanks. Donc voilà, donc en l'occurrence, il n'y avait plus rien à faire dans la mesure où les travailleurs n'étaient même pas armés avec des armes légères. Et jusqu'au 12, en fait, ça a été un temps assez précieux, même y compris pour d'abord exfiltrer certains cadres, certains militants, et pour organiser ce qui a été à la fois une résistance qui a été courageuse et héroïque, et en même temps qui était aussi désespérée, qui semblait comme prendre au dépourvu, même y compris les plus lucides du processus, et qui n'avaient pas vu justement que face à qui n'avaient pas vu ou qui avaient mal vu en tout cas ou qui n'avaient pas eu le temps de construire, et c'est un peu ça j'avais une autre conclusion mais je finirai là-dessus comme ça on va pouvoir débattre, on aura 40 minutes, mais en tout cas même ces éléments les plus lucides qui n'avaient pas vu que face à l'état-major de la contre-révolution qui était en train de se mettre en place, face à non seulement l'incapacité mais le non-vouloir, je ne sais pas si ça se dit en français, mais du gouvernement à résister le moindre du monde. Et bien face à cet état-major-là de la réaction, de la contre-révolution, il fallait mettre en place, de façon totalement indépendante, autonome, un état-major des secteurs les plus justement déterminés, qui voulaient en découdre, qui voulaient défendre jusqu'au bout justement leur programme, un état-major révolutionnaire de la classe ouvrière. Pour un certain nombre de raisons, parfois pour des choix qui ont été mal faits ou mal réalisés entre 65 et 70, pour un soutien plus ou moins critique après au gouvernement pendant de longs mois, avec un positionnement politique ambigu justement qui n'a pas permis de construire une alternative politique dans les luttes jusqu'au bout. En fait, la gauche, l'extrême gauche révolutionnaire, les militants révolutionnaires chiliens se sont retrouvés en fait désemparés au moment de non seulement désarmés politiquement mais militairement au moment du coup d'État. Et ceux justement qui ont résisté, ils ont résisté vraiment en devers et contre tout.
justement face à une situation dans laquelle, en fait, comme si tout avait été fait pour qu'ils perdent, en fait, dès le début, dès le premier téléx de Nixon qui dit « faites tout pour que ces gens-là n'arrivent pas au pouvoir ». Et néanmoins, pendant 3 ans, justement, il y a eu cet espoir qui a été maintenu et qui très certainement aurait pu déboucher sur autre chose qu'une défaite désarmée, en fait, hein, parce que c'est ça au bout du compte, une défaite désarmée qui a marqué très longtemps, très longuement, justement le Chili, et qui aujourd'hui, en tout cas, pour finir, semble commencer à changer. Depuis 2006, avec d'abord, il y a eu des manifestations très importantes de lycéens qu'on appelle au Chili des pingouins parce qu'ils sont en uniforme noir et blanc. Après les étudiants en 2010-2011, là c'est la manifestation du 30 juin 2011 que certains ont comparé à la fameuse manifestation du 4 septembre 73, etc. Et dernièrement, notamment au mois de juin, une des premières grèves générales qui a été une des plus importantes depuis la chute de la dictature. Donc avec justement en tout cas une sorte d'abord remise en cause objective, subjective dans le discours justement de cet héritage constitutionnalisé de la dictature, et un dépassement en tout cas des fantômes du passé. Et de ce point de vue-là, justement, je pense que réévoquer ces années-là du point de vue de leur dynamique, du point de vue de leur espoir, c'est un peu réenchanter le monde de crise, de guerre, d'intervention impérialiste, mais aussi de résistance qu'on vit aujourd'hui, et c'est se préparer pour les combats de demain qui seront très certainement aussi durs que ceux qu'ont affronté les camarades chiliens à l'époque, et face auxquels il faudra en tout cas essayer de relever le défi, préparer et armer, dans tous les sens du terme, de la meilleure façon possible. Merci.